Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver. Chers amis, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir pour cette émission, comme chaque semaine en direct sur Twitch le 19h sur ma chaîne, en replay sur YouTube et également en podcast. Bienvenue à toutes et à tous, à toutes celles et à ceux qui nous regardent, qui discutent dans le chat, qui mettent des commentaires sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Bienvenue, chers amis. Ce soir, on va parler de plein de trucs. On a prévu une émission assez exceptionnelle. On vient de discuter de la situation des livreurs à vélo à l'occasion du Before. On va se retrouver tout de suite avec mes chroniqueurs et chroniqueuses pour discuter des sujets de la semaine. On a un sujet qu'on va traiter avec des personnes qui vont nous rejoindre sur le plateau. On va parler de l'interdiction d'accès aux sites pornographiques pour les mineurs qui va être mise en place bientôt. Il y a eu des annonces récemment qui ont été faites. Et après la pause, on va se retrouver avec notre invité politique de la semaine. Il s'agira de François Ruffin, le célèbre François Ruffin, député de la Somme et social-démocrate, paraît-il. Il va nous expliquer ça. Voilà au programme ce soir. Et ce soir, je suis avec les meilleurs, les plus belles et les plus beaux, les chroniqueurs et chroniqueuses de Backseat. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir tous les trois. On a un petit nouveau ce soir. On est content de l'accueillir. Raphaël Lorca. Merci pour votre accueil. Bonsoir. Comment ça va, Raphaël ? Un peu tendu, mais je compte sur votre accueil bienveillant. Et, ça devrait le faire. Raphaël, on va voir. On va voir. Ça dépend de toi. Raphaël, tu es... En période d'essai, j'ai bien compris. Ouais, voilà, siège éjectable, ça tu connais. Travail, tout ça, non, on est dans le thème là. Raphaël, toi tu bosses dans la communication, notamment dans la communication politique. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle La marque Macron, qui est sorti en 2021. Et tu es expert associé à la Fondation Jean Jaurès. C'est ça ? Presque tout dit. Ouais, quoi d'autre ? J'écris sur la communication. Ouais. Je la prends au sérieux, ouais. Avec un ancrage plutôt sciences sociales. Moi, j'ai fait des études de linguistique. Ok. Et donc, je travaille sur les questions de représentation, en fait, sur la construction du symbolique, sur les récits en politique, sur ce que ça signifie, développer des signes, quoi. Voilà. Ok. C'est un peu comme ça que j'essaie d'approcher le politique. Et donc, je l'ai fait sur Macron, je l'ai aussi fait sur l'extrême droite. J'ai bossé pendant 2 ans sur l'extrême droite, j'y travaille encore, sur la façon dont l'extrême droite parvenait à imposer des mots, des systèmes argumentatifs, des raisonnements, des images dans le débat public. Tout ça, il y a une part de construit qu'il faut, à mon avis, déconstruire, précisément. Ok. Et ravi de t'accueillir, Raphaël, Merci sur le plateau beaucoup. de Backseat. Merci à toi d'être avec nous ce soir. On est aussi avec Chloé Ridel. Salut Bonsoir. Chloé, à nouveau pour ta Salut. deuxième émission. Ouais. Ça fait plaisir de te retrouver. Chloé, tu es haute fonctionnaire. Ouais. Tu es la co-directrice de l'Institut Rousseau, qui est un think Exact. tank écolo de gauche. Et tu es cofondatrice de l'association Mieux Voter, qui promeut le jugement majoritaire dans les élections. Le système de vote qui va tout révolutionner, c'est ça ? Ouais, qui va tout changer. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu nous refais le topo sur le jugement majoritaire ? Le jugement majoritaire, ça change tout à fait la façon dont on vote. C'est-à-dire que plutôt que de voter pour une personne, on évalue tous les candidats en leur attribuant à chacun une mention sur une échelle de valeurs qui va d'excellent à rejeter. Et c'est un mode de scrutin qui révolutionne complètement l'élection et qui a notamment été utilisé dans une grande sélection politique en France l'an dernier qui s'appelait la primaire populaire. C'est mal terminé, mais... C'est pas de la faute du mode de scrutin. On en a parlé beaucoup dans Backseat de ce sujet. Mais effectivement, c'est. D'ailleurs, je crois que ça a quand même été un moment où beaucoup de Français ont entendu parler pour la première fois de ce type de. Donc, écoute, tant mieux pour le coup de pub. Bon, voilà. Merci en tout cas, Chloé, d'être avec nous ce soir. Usul, on te retrouve aussi. Salut, Usul. Oui, je suis de la fondation du think tank de moi-même. Voilà. Absolument, que tu as cofondé. Et Oui, que tu et que je présente, préside. Que tu présides et que tu représentes ce soir, on te remercie. Chroniqueur sur Mediapart, Toujours. chroniqueur sur Blast Et également. et chroniqueur sur Backseat. Bien sûr. Extraordinaire. Ça va, toi ? Je suis rincé. Ouais, beaucoup de boulot. Ouais, grosse semaine, énorme semaine. Tes dernières sorties, c'était quoi tes derniers Il y a eu un OLG lundi, on est revenu sur d'autres aspects de la réforme des retraites qu'on n'avait pas adopté avant. Ça fait le 3e de suite sur la réforme des retraites, mais il me semble que c'est un peu l'actu. Donc voilà, on a donné de nouveaux éléments, et puis sinon d'autres trucs dont je peux pas encore parler, Des projets. qui sortiront quand ils sortiront, dans les semaines à venir. Ce teasing de l'espace, ça fait plaisir. Écoute, ça fait plaisir, super. Donc oui, dernière OLG sur la réforme des retraites. Toi aussi, tu as interviewé Manès Nadel, qui était sur le plateau de Backseat. Avant vous, en fait, parce que c'était le mercredi. Ouais, mais c'est sorti après. Ah oui, c'était sorti après. Voilà, non, mais mais voilà. voilà. Bon, de toute façon, l'humanité nous a grillés parce qu'ils ont été les premiers avec BFM. Mais non, mais c'était une séquence intéressante et on continuera à suivre ça de près. Bon, ça va tous les trois. Content d'être sur le plateau de Backseat. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ces derniers temps, ces dernières semaines, tout ça ? Nous, on s'est vu jeudi. Alors, depuis jeudi, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Dimanche, je suis allée chez mes grands-parents en Normandie. D'accord, très bien. Ils vont bien ? Manger un gigot, voilà. C'est aussi ça, le sel de la vie.
Non, et mardi c'était un nouveau jour de mobilisation pour les retraites. Ouais. Et on a publié une tribune dans Le Monde avec quelques jeunes du mouvement climat, comme Camille Etienne, comme Gabriel Mazzolini, comme Lomir Lapré, et avec aussi des représentants des associations lycéennes comme la FAGE et la Voix lycéenne. Parce que c'est vrai que depuis le début de cette mobilisation, on dit souvent « Mais vous, les jeunes, pourquoi est-ce que vous investissez? Pourquoi est-ce que vous manifestez? Vous n'avez même pas encore commencé à bosser ?» Et ben nous, on voulait souligner dans cette tribune qu'on a à subir une double injustice, à la fois climatique, parce que quand on aura l'âge d'être à la retraite, on aura à survivre dans un monde à plus 3 degrés de réchauffement, et puis aussi social, parce qu'on sait aussi qu'on aura à travailler plus. Et donc on voulait, à travers cette tribune, questionner aussi, appeler nos aînés à nous laisser un autre héritage que celui-là. Ok, intéressant. Et à remettre le travail à sa juste place. On veut travailler moins et mieux. Ok, d'accord. T'as eu des retours déjà sur cette tribune ou pas encore? Bah ouais, non, mais... Le gouvernement réfléchit. A entendu. Il a entendu le message, il retire la réforme. Je vous l'annonce ce soir en direct sur Backseat. Ils viendront nous le dire sur le plateau de Backseat, j'espère. Raphaël, t'as signé une tribune? Toi, t'as pris position dans le débat public ou t'es comme moi, Alors moi, pareil, j'ai vu ma famille ce week-end. Non, alors, je pensais pas forcément parler de ça, mais j'étais très marqué par l'échange que vous venez d'avoir là avec les livreurs. Ça m'a fait penser à des réflections du philosophe Jacques Rancière, qui avait des trucs très intéressants. Tout de suite, toi, tu droppes un philosophe d'entrée. Non, mais vas-y, mets la barre. Vas-y. Au début, je me suis dit, tiens, c'est marrant comme une émission politique, mais en fait, c'est éminemment politique, ces sujets. Ah bah. Il disait la chose suivante, mais en fait, le propre du politique, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, et c'est de rendre visibles les invisibles. Et c'est dans la thématique Ruffin, oui. Non, mais je prépare le terrain. Un produit conceptuel dans un premier temps. Moi, je vais proposer un challenge, c'est d'arriver à placer un autre mot que politique après le mot éminemment. D'accord. J'ai jamais entendu éminemment avec quoi que ce soit d'autre que politique derrière. C'est éminemment dramatique. C'est beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. Non, ça m'a fait penser à un film génial, Rien à foutre. Ouais, c'est super ce film. J'ai pas vu. Le titre comme ça donne pas. Le titre est très mauvais par ailleurs, je trouve. Ok. C'est un film avec Adèle Exarchopoulos sur précisément des stewards et des hôtesses de l'air dans une compagnie aérienne qu'on devine être Ryanair en fait. Ouais. Et ça raconte leurs conditions de travail. Et surtout, il y a une scène géniale et ça m'a fait penser à ça, cet échange avec les syndicats. Où à un moment donné, elle déboule, elle est Ibiza, donc c'est vraiment la vingtenaire qu'on n'a rien à foutre précisément. Bon, c'est pour ça que le titre. Bon. Mais elle rencontre des syndicalistes qui disent « Mais fais la grève avec nous, c'est pas possible, les conditions de travail. » Et là, il y a un choc culturel. On leur dit « Mais attendez, vous êtes cinquantenaire, moi, les syndicats, j'en ai rien à faire. Je ne sais même pas ce que je vais faire la semaine prochaine. » Alors là, pour projeter dans le futur. Et je trouvais que ce film mettait bien l'accent sur cette espèce de choc culturel, y compris générationnel, dans le secteur, non pas les livreurs de vélo, mais dans celui des stewards et des hôtesses de l'air. Et je trouvais que c'était un bon point, un bon exemple sur les mêmes problématiques, en fait. Eh ben écoute, je sais pas sur quelle plateforme il est dispo ce film ou s'il se. Je l'avais vu au cinéma. Ou s'il se pirate allègrement, mais ne faites pas ça, c'est illégal. Bon bah cool. Du coup, les amis, on va discuter. Sauf si Jules, tu veux nous parler de ton gigot. Non, c'est bon. Allez, on va enchaîner les amis avec les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Alors. L'actu de la semaine, il y a une actu, mais de toute façon, ça commence vraiment à devenir le fil rouge, et tu l'as dit, Usul, de l'actualité en ce moment, c'est cette réforme des retraites, la grande bataille de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, en tout cas de ce début de deuxième quinquennat, qui continue donc dans la rue avec une nouvelle journée de mobilisation qui a eu lieu mardi dans toute la France, une nouvelle journée de mobilisation qui est prévenue samedi, si je dis pas de bêtises, et entre-temps, l'arrivée en séance publique à l'Assemblée nationale de l'examen du texte que les Français ont pu suivre sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Et donc voilà, on arrive dans ce moment hautement important où l'institution et le mouvement social avancent en parallèle. On a vu à l'Assemblée nationale des images très spectaculaires. On sent les députés NUPES unis et avec une vraie volonté de faire venir dans l'hémicycle cette ambiance de la rue, ce rejet massif et franc de la réforme des retraites. C'est à ça que ça sert, à un député d'opposition aussi, à se faire le relais d'une protestation et tout. Donc ils sont complètement dans leur rôle. Et de l'autre côté de l'hémicycle, on a une majorité Renaissance qui subit beaucoup du coup cette ambiance qui est mise par les députés NUPES et qui en même temps continue à essayer de travailler avec les députés les Républicains qui, eux, savent très bien qu'ils sont le pivot de cette réforme et ils font monter l'enchère très cher. C'est aussi leur rôle. Ils sont dans le leur. Comment vous analysez, vous, cette dernière semaine qui s'est passée sur le front de la réforme des retraites,
Usul. Et une semaine éminemment politique. Bien sûr. Donc, moi, c'est vrai que je suis plus les mouvements sociaux que ce qui se passe à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Voilà, chacun son boulot. Donc, moi, je suis allé voir des syndicalistes et tout pour leur... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, eux, du coup? Oh, ils m'ont dit, apparemment, il y avait un peu moins de monde mardi, mais la grosse date, parce qu'en fait, la CFDT a plutôt mis le paquet sur le samedi. Ouais. Et moi, je me disais, le samedi, ça va être nul à chier et tout. Mais apparemment, ils vont y aller à fond le samedi. Puis, ce qui est intéressant, c'est que là, on a aussi les dates de l'intersyndicale qui n'est pas opposé à l'idée que ça démarre en reconductible à partir du 7 mars. Ah, on irait sur... Alors, tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent de quoi Oui. on parle quand on parle de reconductible? C'est-à-dire une grève où on dit, ce jour-là, on commence. Mais on ne dit pas, on peut la reconduire chaque soir si on le vote entre nous. Et donc, c'est une grève qui peut être potentiellement beaucoup plus longue et qui a pour but d'épuiser, de voir qui sera épuisé le premier entre les grévistes et l'économie, dirons-nous. Parce que jusqu'à présent, on a des journées d'élection, donc c'est un jour de grève avec manif, et là, on irait potentiellement vers un durcissement du mouvement. Donc, l'étape suivante, c'est OK. Et il y a plusieurs trucs intéressants, c'est que là, il s'avère que les facs commencent un petit peu à débrayer, qui avaient été timides au début, mais on a vu une petite séquence où Louis Boyard est allé voir Rennes 2 et a demandé à Rennes 2 de se mettre en grève, de faire le blocage surtout. Et Rennes 2 la rouge, qui était censé impulser le mouvement pour les autres. Et puis on a vu en effet un petit peu partout, peut-être une quinzaine de facs, je crois, en France, avec des perturbations, en tout cas mardi, qui avaient commencé un peu le lundi. Et puis il y a des trucs qui ont été débloqués. On a envoyé les CRS à Rennes aujourd'hui, il me semble. Et il y a quand même d'autres... on est plutôt sur un début dans les facs que sur la fin, parce qu'ils ne s'étaient pas mis en marche tout de suite. Et il y a un autre truc qui est intéressant sur la date du 7 mars, c'est que le lendemain, c'est le 8 mars. Et je trouve ça assez habile. Et alors? Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est éminemment politique. C'est éminemment le droit des femmes. Et du coup, il y a l'idée de colorer aussi cette mobilisation de thématiques féministes, parce que l'opinion publique a aussi intégré que les femmes étaient les grandes perdantes de cette réforme. Et donc, de marquer ce truc-là par le démarrage le 7 pour continuer le 8. Voilà. Il y a un sujet sur lequel je voulais vous entendre aussi tous les trois. On en a parlé quand on préparait cette émission. C'est l'ambiance dans laquelle se passent ces manifs du côté de la sécurité. On a le souvenir d'un violent durcissement du maintien de l'ordre à partir de la réforme travail, la loi El Khomri en 2016. Le mouvement des Gilets jaunes qui a été très violent, des images spectaculaires, etc. Tout le monde s'en souvient. Et là, ce mouvement de grève des retraites, on parle de millions de personnes dans les rues et... semblerait-il, moins de castagnes, de casse du côté de manifestants plus radicaux, voire de policiers qui y vont moins fort, moins de charges. Est-ce que c'est dû à un changement de doctrine du maintien de l'ordre avec le nouveau préfet de police qui n'est plus Didier Lallemand? Est-ce que c'est le gouvernement qui a décidé de lever le pied? Est-ce que c'est parce que c'est les syndicats? C'est quoi? Chloé? Non, moi je pense que s'il y avait eu un changement dans la doctrine de maintien de l'ordre française, on l'aurait su. Et par ailleurs, ces manifestations, elles ont lieu ailleurs qu'à Paris, donc c'est pas que Didier Lallemand qui est concerné. Je pense que c'est un mouvement vraiment d'ampleur. On voit qu'il y a des mobilisations qui sont massives dans les petites villes, dans les villes moyennes. Et ça pose question parce que ces manifestations, elles se déroulent dans le calme. Donc c'est pas un changement de doctrine de maintien de l'ordre, c'est plutôt que l'intersyndicale tient le mouvement. Et que ce mouvement n'est pas entendu, alors même qu'il est massif. Et c'est vrai que tu as parlé des Gilets jaunes. J'entendais notamment Laurent Berger qui disait 300 000 gilets jaunes avec des faits de violence incontestables, on se rappelle de l'Arc de Triomphe, etc., font plier le gouvernement très rapidement, obtiennent 10 milliards. Ouais, 10 milliards de mesures sociales. On parle du déficit qui justifie cette réforme des retraites. Et un mouvement qui rassemble des millions de Français partout en France, lui ne se fait pas entendre. Pacifique, lui, ne se fait pas entendre. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Ça pose une question grave. Est-ce que c'est la violence qui marche? Exactement, ça pose cette question. Et puis, peut-être que, franchement, en fonction de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, pour l'instant, il n'y a pas de majorité. Si le gouvernement recourt à des mécanismes que tu connais bien, Jean, soit à l'article 47.1 qui permet de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire de dire, bon, le Parlement, là, vous mettez trop de temps à vous mettre d'accord, donc nous, on va légiférer quoi qu'il arrive, outrepassant votre pouvoir. Il est question qu'ils recourent à ça s'ils n'ont pas de majorité, ou alors au 49.3. Mais là aussi, c'est une violence symbolique qui sera exercée. Et moi, je trouve que c'est assez triste cette semaine, parce qu'on a l'impression d'une sorte de faillite démocratique, quoi, où le gouvernement nous amène vers une situation
violence, probablement. Je suis d'accord avec toi. Je continue à m'interroger à haute voix sur la réelle importance que tiennent les débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour les gens. Malgré la qualité de mon travail sur ce sujet, mon suivi assidu des travaux à l'Assemblée nationale, je me pose toujours la question de savoir si les grévistes, si les gens mobilisables en ont vraiment quelque chose à foutre de savoir si l'article machin et tout. Je pense que 49.3, c'est très symbolique, très violent, et ça, les gens, ça percute. 47.1, je suis pas sûr, motion référendaire. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup. C'est une vraie question que je pose. À part les passionnés de politique, est-ce que les gens, ça les intéresse vraiment? Je sais pas. Raphaël. Non, c'est une question intéressante et je pense qu'elle est liée à la question de la violence, en fait. C'est que Pourquoi ? c'est pas tout à fait un hasard qu'il y a eu des gilets jaunes dans un moment où l'Assemblée nationale n'était pas perçue comme étant très représentative et où les débats se passaient à l'Assemblée nationale. C'est qu'il vrai, t'as existe raison. quand même une théorie à laquelle j'adhère assez. C'est l'idée selon laquelle l'Assemblée nationale sert aussi de catharsis symbolique, quoi. C'est-à-dire que c'est le moment où les gens, mine de rien, se disent il y a quand même des gens qui me représentent et qui portent ma voix au plus haut sommet des débats politiques, qui sont éminemment. Je vais arrêter de faire ça. Non, mais c'est important Ah, parce mais que. ouais. Et c'est pour ça C'est que vrai. la stratégie de la NUPES a été très importante, de donner à voir des profils très différents de prise de parole dans l'Assemblée nationale. La prise de parole de François Ruffin, on va en parler tout à l'heure avec lui, mais Rachel Keke a été très soulignée quand même. Ah ouais, bien sûr. Quand elle dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous connaissez, vous autres gouvernements, de soulever des poids lourds, de changer 40 draps dans une matinée, qu'est-ce que vous savez de tout ça? Bon, mine de rien, c'est pour ça que c'est lié à la violence. C'est-à-dire que Ouais, c'est intéressant. Ce quand que tu on dis, n'arrive pas à voir sa parole portée au plus haut sommet et dans les débats démocratiques à l'Assemblée, où est-ce qu'elle peut s'épuiser, cette parole, et cette tension et cette colère, si ce n'est dans la rue et dans la violence? C'est ça, je vois le côté cathartique dont tu parles, c'est-à-dire que les étudiants ont vu un Louis Boyard hurler dans l'hémicycle et ça leur a probablement fait du bien à beaucoup d'entre eux de se dire « Ah bah », en fait, ça réconcilie beaucoup les gens avec la République et la démocratie, de dire « Ah bah au moins lui, il me représente ». Bah oui. Une Et de Rachel voir Rachel, Keke, bien sûr. un Ruffin, et de l'autre côté aussi, les gens favorables à la réforme ou au maintien de l'ordre et tout, ils entendent aussi des députés Les Républicains ou Renaissance dire non au chaos. Je sais pas, vous avez, franchement, Ouais. je pense que vous avez Non. le nez dedans, et pour vous, c'est important, mais je pense que pour la majorité des gens, ils suivent l'info la plupart du temps aux 20h, pour la plus grande partie des gens, c'est comme ça qu'ils s'informent. Et, Précisément, il y a des capsules Oui, de voilà, 30 secondes. oui, c'est ça, voilà, Non, mais c'est une important. capsule de 30 Ah secondes. oui, où il y a le combat politique qui eux, venait ce à l'écran. en Oui, mais direct. non, mais eux, ce qu'ils voient, c'est les décisions prises derrière et ils voient Macron qui fait ce qu'il veut. Donc, qu'ils aient l'impression d'être représentés. À la limite, ils ont même l'impression qu'en fait, il y a des gens qui gueulent C'est pour pas eux, faux, mais c'est pour pas rien, et que ça sert à rien de toute façon, que cette assemblée, elle sert toujours à rien, alors même qu'il a une majorité relative. Et non, il y a un agacement du politique. Ils ont toujours l'impression de subir le politique. La catharsis, je vois l'idée de la représentation nationale. Elle représente, c'est une espèce de mini-France qui représenterait les tendances. Mais si au final c'est juste du jeu, un petit peu comme on peut regarder la Convention citoyenne pour le climat, génial, c'était une mini-France, elle a proposé des mini-trucs, et puis derrière, non, elle a proposé des grands Des trucs. grands trucs, ouais. Et ça a débouché sur des mini-trucs. Et ce que regardent les gens derrière, c'est quoi les décisions prises, dans quelle société ils vivent, quel est l'état de leur travail, jusqu'à combien de temps ils vont bosser. Et là, ça change pas grand-chose que Rachel Keke ait fait un beau discours ou non. Mais Je vois ce que tu veux dire. Je C'est comprends. présager de l'échec du truc. Et c'est pour ça que c'est si c'est important. faux. À ce moment-là, si tu penses ça sert à rien de vouloir qu'il y ait une meilleure représentation de la société française à l'Assemblée nationale. C'est quand même un sujet. Le fait que l'Assemblée nationale, il y a une sous-représentation de la classe ouvrière. Tu vois, qu'il y ait des gens Mais comme Rachel s'il y avait Keke, une c'est important assemblée- quand même, ça compte pas pour du beurre. Après, je suis d'accord avec toi. Dans le cadre de la réforme des retraites, ça va rien changer et tout ça. Mais symboliquement, moi, je trouve que ça a un poids quand même. s'il y a une assemblée nationale qui est remplie d'ouvriers et de femmes de ménage, mais qu'elle se fait rouler dessus parce que Macron il fait ce qu'il veut, ça revient au même. Ouais, ouais, ok. Comme cette assemblée citoyenne, comme cette S'il y avait une convention citoyenne majorité pour de le femmes de climat. ménage, Macron, il ferait pas ce qu'il voulait. C'est juste qu'il n'y a pas de Après, non, mais majorité. c'est important. le mot parce majorité que- qui est important et c'est là que les. Ouais. Non, mais c'est là effectivement. La question, c'est qu'est-ce qui va faire plier le gouvernement, en fait? Et Est-ce justement- qu'il est possible de le faire plier? Et qu'est-ce qui va le faire plier? Et Quand bah, on a une pression de la rue et une pression dans l'Assemblée, on a les marges de manœuvre pour le gouvernement se rétrécissent. Donc je pense que c'est pour ça. Là, effectivement, c'est pour ça que c'est important. C'est que si ça échoue, tout ça, c'est-à-dire les mouvements dans la rue, ce qui se passe dans l'Assemblée, tout ça sera vain et ce sera encore une fois une nouvelle couche de désillusion, une nouvelle couche de toute façon la politique ça sert à rien et les discours ça changera pas la vie. C'est pour ça que c'est un moment Mais assez attendez charnière. les gars, en fait, moi, hein. puisqu'on Non, dit mais- que l'Assemblée ça sert à rien et tout, je voudrais quand même Non, je qu'on dis pas revienne ça. sur un truc qui a été voté à l'Assemblée tout à l'heure, qui est contre l'avis du gouvernement, une proposition de loi de la niche PS pour empêcher le démantèlement de EDF. contre la pour la Et là, nationalisation. on voit concrètement quand même que l'Assemblée a repris du pouvoir dans le cadre de cette nouvelle configuration. Et cette décision, cette
cette loi, du coup, qui empêche le démantèlement d'EDF, elle marque pour moi un tournant historique parce que depuis le début des années 2000, on a essayé d'ouvrir EDF à la concurrence. On pensait que d'ouvrir le service public de l'électricité à la concurrence, ça garantissait des prix plus bas pour le consommateur, etc. On s'est aperçu que c'était faux et puis que de toute façon, l'ouverture à la concurrence, elle ne prenait pas en compte toutes les autres choses qui sont importantes en dehors du prix. Et donc là, j'ai l'impression qu'on en revient de tout ça. Et même la droite a voté avec le PS. Ouais, la pour empêcher le particularité démantèlement étant de que EDF, c'était aussi une volonté du gouvernement de revenir sur une prise de contrôle du public. Donc, je suis d'accord avec. En fait, le symbole, c'est que ça vient du UPS. Ça aurait été un amendement dans un projet de loi de finances, ce serait passé à côté. Mais j'entends quand même ce que tu dis. Moi, je suis comme vous, je me pose vraiment la question de l'importance des travaux parlementaires. Il y a quand même une particularité, et moi je l'observe, c'est qu'on ne sait toujours pas quelle sera l'issue de ce travail. C'est-à-dire que soit on joue la montre, on attend le 47.1, donc le moment où on passe par ordonnance, et je pense que le gouvernement y aurait tout intérêt. C'est d'ailleurs, et ça je vous en parle souvent sur ma chaîne, abonnez-vous, que là l'obstruction parlementaire n'est pas une bonne stratégie. Parce que celui qui a le plus intérêt à ce que ça prenne du temps, les débats, là c'est le gouvernement. Ouais. D'ailleurs, la NUPES a décidé d'y aller mollo sur l'obstruction et de plutôt jouer les amendements pour essayer d'obtenir des majorités sur l'article 7 et tout. On y reviendra. Mais donc, c'est ça aussi qui rend passionnant cette mandature, c'est que c'est pas certain encore, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore certain que la réforme passe l'étape de l'Assemblée. La Constitution prévoit effectivement des sauf-conduits. Raphaël. Un point quand même, en lien avec l'Assemblée. Moi, il me semble que cette semaine, elle est très importante parce que je pense que c'est la semaine où le gouvernement a fait le deuil de la bataille de l'opinion. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les courbes de sondages qui montrent le soutien à la mobilisation montrent que ça y est, l'opinion, elle est cristallisée. Il y a une règle des 2 tiers qui est en train de s'installer, qui est très importante. C'est grosso modo, il y a 2 tiers des Français qui soutiennent la mobilisation. Fait plus rare, quasiment autant, 60%, soutiennent des blocages éventuels du pays. Donc ça, c'est quand même énorme. Rare, ouais. C'est énorme. Et c'est cristallisé, ça ne bouge plus. Oui, c'était déjà le cas il y a un mois, 2 semaines. Ça ne bouge plus. Voilà. À l'écran, on voit la courbe, ça ne bouge plus. Il y a une asymptote là, à peu près à 2 tiers. Autre chiffre dans cette loi des 2 tiers, dans une éventualité d'un pays bloqué, quelle serait la responsabilité? Le gouvernement ou les syndicats? Les 2 tiers des Français disent le gouvernement. Ah, c'est intéressant. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Et il me semble que cette semaine, le gouvernement a fait le deuil de cette bataille de l'opinion. Je pense qu'ils ont intériorisé l'idée qu'ils ne pouvaient plus gagner la bataille de l'opinion. Et donc, moi, il y a 2 éléments qui me font dire. C'est la prestation assez bizarroïde de Elisabeth Borne sur France 2, où elle n'est pas du tout dans une carte empathie, compréhension. Non, c'est je vous donne les éléments très clairs de réforme, et le lendemain, lorsqu'elle est dans le JDD, nous allons bouger, elle ne s'adresse plus aux Français. Elle s'adresse à LR. Donc, ce qui veut dire que la bataille de l'opinion, puisqu'elle est perdue, elle va se jouer à l'Assemblée. Donc, il y a des choses qui se crandent quand même. C'est pour ça que je me dis, il y a des choses importantes qui sont en train de se passer. Ne présageons pas trop vite quand même de son issue. Usul, pour le dernier mot sur ce sujet. Ouais, mais moi, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée? Non, mais oui, vraiment, parce qu'on a coutume de dire dans le commentaire politique classique que finalement, dans ces grands moments de mouvement social, c'est un jeu à 3 parties entre l'opinion publique, le mouvement social et le gouvernement, et qu'il s'agit de gagner l'opinion publique et de la garder. Donc là, cette bataille-là, elle est pour l'instant réussie pour le mouvement social, mais ça va laisser des traces durables si le truc est passé en ordonnance. Déjà, il n'est pas dit que le mouvement social s'arrête en mode « Oh non, on a perdu, bon on arrête ». C'est pas dit du tout. Je veux dire, il y a les pays s'enflamment, ça arrive. Il y a des moments comme ça où novembre-décembre 95, ça dure longtemps. Ça dure longtemps, c'est victorieux. D'ailleurs, ça commence Juppé commence à un petit peu lâcher l'affaire quand il voit que les jeunes sont rentrés dedans, que ça commence à cramer des abribus, que l'opinion publique ne bouge plus là-dessus. Et voilà, il va se contenter du retrait du truc en gardant quand même un truc important sur la Sécu. Mais l'important, c'est que c'est là que ça se joue. Ils peuvent magouiller ce qu'ils veulent à l'Assemblée. C'est l'opinion publique qui compte parce que ça va laisser des traces durables derrière. Même si ça passe, la lutte peut continuer encore derrière, quoi. Et Borne, elle va faire le fusible, elle va dégager. On continue. Ouais, la carte du remaniement n'est pas encore activée, mais il commence à se dire dans les milieux autorisés qu'éventuellement peut-être. On verra, on continue à suivre. On a déjà vu des trucs votés, des lois votées, puis après qu'on n'a pas de décret d'application ou des trucs comme ça. On fait bon, ok, on l'a peut-être passé, mais on va pas la rendre effective parce que ça, c'est inflammable. On verra ça, en tout cas. Merci à vous. On continuera à parler du sujet retraite tout à l'heure avec notre invité politique dans la deuxième partie de l'émission. Il s'agira du député François Ruffin qui fait partie des visages à l'Assemblée,
qui font le lien avec le mouvement social et qui s'opposent à cette réforme des retraites. J'espère que cette émission vous plaît. N'hésitez pas à participer à son financement. C'est grâce à vous qu'on l'a fait. Allez sur le utip.io/Jean Massier. Merci à toutes et à tous pour vos dons pour cette belle émission. Merci à vous.